Tout de suite, notre retour sur l'actu, d'affaires en affaires, d'affaires du monde en affaires d'État. Le déclassement de la France est-il évitable ? Pour illustrer la situation, je ne citerai que Beaumarchais dans le film de Molinaro, inspiré d'une pièce inédite de Sacha Guitry et interprété par l'excellent Fabrice Lucchini dans le rôle titre. Nous en avons assez de ces scandales quotidiens qui nous sont révélés chaque jour au réveil et qui le soir venu tomberont dans l'oubli. Nous en avons assez des ministres falots qui prétendent nous gouverner et qui ne savent même pas se conduire eux-mêmes. Fin de citation. Pour en parler, nous recevons l'inénarrable, le formidable Georges Renard-Kuzmanovic, analyste géopolitique, ancien membre repenti de la France Insoumise, fondateur et président d'honneur du mouvement République Souveraine, rédacteur en chef, enfin, de Fréquence Populaire. Bonjour Georges Kuzmanovic. Bonjour, merci pour votre invitation. Mais c'est nous qui sommes heureux de vous recevoir au micro du RC Mag pour nous éclairer sur ces affaires. Et nous commençons dans le vif du sujet, dans le cadre du bras de fer commercial et douanier déclenché par Donald Trump. Que penser de l'aplaventrisme d'Ursula von der Leyen ? Usurpe-t-elle encore une fois des compétences institutionnelles qui ne lui appartiennent pas ? Est-ce selon vous un viol de la démocratie ? Alors oui, Madame von der Leyen s'est déjà illustrée depuis qu'elle a entamé sa présidence à la Commission européenne en un permanent et continuel déni de démocratie et en usurpation d'un rôle qui n'est pas le sien, qui est celle de présidente d'une Union européenne supranationale et fédéraliste. Mais c'est l'objectif vers lequel les européistes tendent. Ils l'ont prouvé par le vote en novembre 2023, ainsi qu'à l'Assemblée nationale, sur l'extension des pouvoirs de la Commission européenne, qui devient un quasi-exécutif avec une augmentation de leurs compétences dans les questions de défense, sur les questions internationales et de sécurité, c'est-à-dire ce qui est le plus régalien au niveau de l'État. Et l'objectif est toujours bien d'affaiblir les États, de casser les États de nation, et en premier lieu, la France. Maintenant, l'aplaventrisme, comme vous dites, par rapport aux affaires, à cette guerre commerciale initiée par Donald Trump, eh bien, c'est surtout un retour du TAFTA. Pour ceux qui s'en souviennent, le TAFTA, c'est l'accord de libre-échange transatlantique entre les États-Unis et l'Europe, c'est-à-dire de suppression des droits de douane. On a déjà le CETA qui a été signé avec le Canada, mais le TAFTA, eh bien là, qu'est-ce qu'elle propose ? Puisqu'il y a une attaque commerciale, Monsieur Trump, nous vous proposons comme solution, de supprimer tous les droits de douane de nos industries européennes vers les États-Unis et états-uniennes vers l'Europe. C'est ça le TAFTA. Plus de protectionnisme en Europe, ni en France évidemment, plus de droits de douane, ce qui signifie que compte tenu du coût de l'énergie aux États-Unis, qui est jusqu'à 3 fois inférieur à ce qu'il est en Europe, nous aurions la garantie d'une désindustrialisation encore plus accélérée. Et il faut bien comprendre que Donald Trump, je sais que certains l'apprécient, entre autres sur votre chaîne, a entamé surtout une offensive contre les Européens. Il s'est rendu compte que dans le monde qui change, il faut qu'ils se réindustrialisent. Les États-Unis n'ont que 15% de part de PIB dans l'industrie. Et le premier objectif pour se réindustrialiser, c'est amener les entreprises européennes. D'ailleurs, il ne continue que ce qu'a entamé Joe Biden, en s'attaquant à ses alliés très fragiles. Merci. Donc, on va vers des moments bien compliqués pour l'Europe et pour la France en particulier. Et pour rester sur le plan de la démocratie, pourquoi l'Union européenne en général et les européistes français en particulier se tirent-ils des balles dans le pied avec des affaires comme celle de Calin Georgescu en Roumanie ou celle de l'inéligibilité de Marine Le Pen chez nous ? C'est reculer pour mieux sauter, c'est quoi ? C'est encore quelques instants, monsieur le bourreau, puisqu'il y a comme une sorte de réveil des peuples. Clairement, il y a un réveil des peuples. D'ailleurs, vous remarquerez qu'à chaque fois que les européistes ou l'Union européenne a voulu faire des référendums, ils se sont toujours soldés par un non retentissant des peuples, que ce soit des peuples aussi différents que les Hollandais, les Grecs, les Français, le Brexit en Grande-Bretagne, les Irlandais, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on a fait soit revoter, comme en Irlande, jusqu'à ce que les gens votent bien, comme ça, voilà, maintenant c'est bien. Soit on s'est assis dessus, comme il y a 20 ans, en France. Il y a eu le référendum sur le traité constitutionnel européen il y a 20 ans, et puis en 2008, gauche-droite
en conclave à Versailles, se sont assis sur le vote populaire. En Grèce, il y a 10 ans, c'était en 2015, grand référendum alors que l'Union européenne mettait un pistolet sur la tête du peuple grec. Et puis c'est M. Jean-Claude Juncker qui l'avait dit clairement, il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités européens. Pépé Botello. Et c'est exactement le rendu du Conseil constitutionnel de Roumanie. Non seulement il désamorce Georgescu, on en pense qu'on veut, peu importe, mais il est clairement écrit qu'on ne peut pas avoir de candidat opposé à l'OTAN et à l'Union européenne. Ça s'appelle, à l'époque de Brejnev en URSS, ça s'appelait la souveraineté limitée. C'est comme ça que l'Union soviétique avait théorisé son rapport aux pays d'Europe de l'Est. Ils ont une souveraineté limitée. Oui. C'est limité, mais bon, ce n'est pas suffisant. Une souveraineté limitée, ça ne mène à rien. Regardez la France. Je vous explique ce qu'eux font. Je suis parfaitement, évidemment, totalement opposé à cela. Moi, je défends une Europe des nations, telle que l'a souhaité le général de Gaulle dans le traité de l'Élysée de 1963, non modifié par le préambule du Bundestag qui était imposé par les États-Unis. À savoir que chaque nation conserve en dernier recours sa souveraineté et que l'Europe ne doit pas être influencée par ni l'OTAN, ni les États-Unis, ni le néolibéralisme, puisque De Gaulle souhaitait que ce soit l'Union européenne se construise hors GATT, à l'époque, qui est maintenant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Il avait raison. Regardez ce que nous ont fait 40 ans de néolibéralisme, c'est une catastrophe. En effet, parce que le néolibéralisme, comme vous dites, n'a en fait finalement rien à voir avec le véritable libéralisme qui est une utopie et qui ne peut pas Absolument être mis en application. C'est le problème des termes, et souvent on ne sait pas. Le néolibéralisme, c'est l'affaiblissement de l'État et la mise en service de l'appareil d'État géré par des valets comme Emmanuel Macron au service des grandes institutions financières et des multinationales, et d'un transfert de souveraineté à du supranational chez des technocrates comme on a à Bruxelles, mais aussi chez les plus puissants et les plus riches. Vous aurez noté que en 40 ans, il y a quelques milliardaires de plus, quelques millionnaires de plus, et que leur fortune s'est considérablement augmentée. Il faut vraiment toujours le dire, ça. En 15 ans en France, sur les 15 dernières années, la fortune des plus riches a augmenté de 476%. Même en Russie et aux États-Unis, ce n'est que de 175% en 15 ans. Imaginez. Effectivement, c'est beaucoup de parts de gâteau qui ont été escamotées, semble-t-il. Alors, il paraît que le poisson pourrit toujours par la tête. Exactement. Que penser de nos soi-disant élites, comme un Alexis Collère, par exemple, qui refuse de se présenter à une commission d'enquête du Sénat, après avoir, dit-on, contribué à la fermeture de la chaîne C8 pour se débarrasser de Cyril Hanouna, trublion critique du pouvoir, devenu gênant parce que trop populaire. Et il a également fait en sorte que l'association anticorruption Anticor, à laquelle j'appartiens en tant que simple adhérent, avait perdu son agrément, avait eu beaucoup de temps à le récupérer, parce qu'ils avaient décidé d'enquêter sur ces carabistouilles d'affaires familiales avec l'entreprise navale MSC. Il faut savoir, concernant M. Collère, qu'il a refusé par 2 fois de venir à une convocation. La première fois, c'était en février dernier, c'était à l'Assemblée nationale qu'il avait convoqué pour qu'il donne un peu son avis sur la dérive grave des comptes de la nation, parce qu'il est quand même très très responsable en tant que secrétaire général de l'Élysée. Et cette absence était restée sans... non. C'est resté sans suite. Sans suite. Et voilà. Celle hier, il devait aller au Sénat sur, visiblement, un pacte de corruption avec Nestlé, au sommet de l'État. Il n'y est pas allé non plus. Mais il faut rappeler à vos auditeurs qu'il y a une ordonnance, je crois, du 17 juin, en tout cas c'est de juin 1958, qui intime l'ordre à toute personne de se rendre à une commission quand on est convoqué, à une commission d'enquête quand on est convoqué par le Parlement, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale. Mais quand vous parlez si on n'y va pas, on est censé, une procédure de justice peut être engagée et la personne encourt 2 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Étonnamment, la justice indépendante, là, se fait plutôt silencieuse. Et plutôt dans le passage, vous savez, ces représentations avec le bandeau. Là, elle met le bandeau, elle n'a pas vu Alexis. Et puis ça glisse aussi sur les oreilles au passage, partout et sur la bouche. Voilà. Mais vous parliez de pacte de corruption. C'est peut-être un pacte de corruption, parce que pour l'instant... Oui, bien sûr. C'est peut-être un pacte de corruption. Enfin, c'est comme la vente d'Alstom. Vous savez, le rapport parlementaire fait par le député LR
Monsieur Maralex, qui d'ailleurs a été félicité pour son attitude incorruptible par Anticor, justement, parmi d'autres, hein, c'était pas le seul, avait fait un rapport parlementaire avec d'autres élus, et quand on lit plus qu'entre les lignes, la vente d'Alstom est un réel problème de trahison d'État et de pacte de corruption généralisé. Et d'inféodation aux États-Unis à un niveau non dépassé jusqu'à maintenant. Donc oui, peut-être, évidemment, sinon on risque d'encourir un procès, mais voilà, c'est quelque chose qui devrait en tout cas être enquêté par la justice, qui est assez... dont on voit qu'elle est très peu indépendante. Qu'on les aime pas, Marine Le Pen a été poursuivie et on a vu le rendu de justice. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Jean-Luc Mélenchon, sur les mêmes accusations, a un pistolet sur la tempe qui peut être utilisé quand il le souhaitera. C'est maintenant, la semaine dernière, c'est M. Édouard Philippe qui est poursuivi. Donc on voit que, étonnamment, la justice, qui ne doit pas du tout être aux ordres, s'attaque à ceux qui, éventuellement, pourraient risquer d'accéder au second tour. Déranger soit le pouvoir en place, soit la gauche. Enfin, déranger le pouvoir en place. Je pense que la question de gauche-droite est ici assez secondaire, en fait. C'est les mondialistes et ceux qui souhaitent défendre leur pays, qu'ils soient plutôt de gauche ou plutôt de droite. Il y en a de chaque côté. Voilà, c'est ça le grand combat. Et puis on notera que maintenant, nous avons un président du Conseil constitutionnel, M. Ferrand, qui lui les affaires a vu son affaire des mutuelles de Bretagne, dépaysée, elle est prescrite. Voilà, elle est prescrite. Ouais, il ne peut plus rien arriver maintenant. C'est comme ça. Imaginez quand même que vous receviez une amende de 135 € parce que vous avez dépassé de 10 km/h, je ne sais où, un panneau que vous n'avez pas vu parce que c'était en pente et que c'était une route à 110 et qu'elle est passée à 90 et vous prenez 135 € et 3 points. Et que vous répondiez, et vous savez quoi, je ne vais pas payer, je ne vais pas me présenter, hein, et c'est à peu près ça. Sauf que vous, c'est pas possible. Non, effectivement. On vous traquera selon que vous serez puissant et misérable. Voilà, exactement. Alors, pour filer la métaphore du poisson, si le poisson pourrit par la tête, le corps et les nageoires ne sont-ils pas déjà en France touchés par la gangrène ? Quand on voit les faits divers devenus faits de société avec les narcotrafics, les meurtres de jeunes gens, Lola, Thomas, Kylian et tous les autres, l'hyperviolence qui nous frappe en fait, qui est à la fois un quotidien qui ressemble à celui des États-Unis, comme si nous l'avions importé. J'en veux pour preuve l'abominable mort et la tragique mort de ce jeune homme il y a quelques jours encore aux États-Unis, Austin Metcalf, au Texas, pour rien, une mort tout à fait gratuite. Est-ce que nous ne vivons pas une sorte de longue agonie en France, comme celle de l'Empire romain d'Occident et puis celle de l'Empire romain d'Orient 1000 ans plus tard ? Oui, je suis d'accord. Je suis entièrement en accord avec ce qu'a écrit Emmanuel Todd dans La défaite de l'Occident. Malheureusement, nous vivons une période qui est de cet ordre-là, parce qu'il y a encore beaucoup de sécurité, parce qu'il y a encore beaucoup de richesse malgré tout, parce qu'il y a 5 siècles de domination au sens et positif et négatif du monde par l'Occident, c'est-à-dire l'Europe. Une civilisation millénaire gréco-romaine, une extraordinaire qualité qui a tant apporté à l'humanité. C'est difficile de voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est un retournement du monde absolu. On est vraiment... Je voyage beaucoup, je suis analyste géopolitique, j'ai vécu, je me déplace dans beaucoup de pays. Je lis énormément la presse étrangère. Quand je parle étrangère, je parle de Singapour, de la Malaisie, de l'Inde. Ce qu'on ne fait pas, on ne se rend pas compte à quel point on est en queue de comète. Industriellement, moralement, on est très peu écouté. On se rit de nous, principalement. Et les indicateurs forts comme ça, ce sont des indices que quelque chose ne va pas, ce que vous venez de dire. Mais il y a des indicateurs forts comme le taux de mortalité infantile, qui est un outil d'analyse très puissant qu'a utilisé de nombreuses fois Emmanuel Todd, qui a prévu l'effondrement de l'URSS à partir de cet indicateur. Il est catastrophique en France. Ça montre que quelque chose ne va pas en profondeur dans le pays. Et oui, nous vivons un moment, malheureusement, je pense qu'il faudra boire la coupe jusqu'à la lie, comme on dit, pour rebondir.
Eh ben, si nous pouvons rebondir, espérons-le. Mais vous parlez Je d'Emmanuel pense qu'on peut Todd. toujours rebondir. J'ai eu la chance et le malheur de vivre directement, indirectement, des événements graves des guerres de Yougoslavie dans les années 90 et la catastrophe. Vous n'imaginez même pas la magnitude dans la Russie des années 90. La Russie s'est plus que relevée dans tous les domaines. Il y a une chose que les Russes avaient peut-être par rapport à nous, c'est qu'ils avaient vraiment envie de faire nation. Et tant qu'on a envie de faire nation, on peut s'en sortir. Tout passe. Et tout s'améliorera. Alors, en quelques mots et très rapidement, 1 minute maximum, vous organisez une soirée débat le 29 mai prochain avec Emmanuel Todd, dont nous parlions à l'instant, Henri Guénaud et Zoé Constantopoulou, ainsi que d'autres qui se rajouteront. Ce sera l'occasion de frotter vos cervelles pour dégager de prochaines lignes directrices en vue de remettre la France sur les bons rails. Oui, alors d'abord, ce sera le moment de commémorer les 20 ans du référendum sur le traité constitutionnel européen dont on a parlé, puisque c'était le 29 mai 2005. Donc ça sera une ode et un salut à la souveraineté populaire qui nous est chère, sans laquelle il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de République, il n'y a pas de France. Et ça sera aussi le moyen de s'opposer, de marquer notre opposition fondamentale, mais européenne, avec il y aura sûrement des Allemands, des Italiens, tout le monde n'est pas encore sur l'affiche, mais là on a les Grecs, avec Zoé Constantopoulou, pour dire nous refusons cette fédéralisation de l'Union européenne, nous refusons cette Union européenne qui se construit contre les intérêts des peuples, en l'occurrence les intérêts du peuple français, mais aussi les intérêts du peuple grec. Nous ne sommes pas des nationalistes bas du front, au contraire, nous constatons qu'il y a dans nos différences culturelles une même envie de faire peuple chez les Grecs, les Italiens, les Allemands, les Français, les Anglais, et on ne veut pas que des technocrates et des bureaucrates néolibéraux atlantistes nous retirent cela. Eh bien, merci Georges Renard-Kuzmanovic. Ce sera le mot de la fin. Merci. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes analyste géopolitique, ancien membre repenti de LFI, j'y tiens, fondateur et président honoraire du mouvement République souveraine, ainsi que rédacteur en chef de Fréquence Populaire. Et ancien officier de l'armée française. Et ancien officier de l'armée française, et ancien membre d'organisations humanitaires, etc., etc. Vous avez eu beaucoup de vie, cher Georges Kuzmanovic. Surtout papa. Et papa. À très bientôt au micro de Radio Courtoisie. Merci d'avoir été des nôtres. Chers auditeurs, restez bien avec nous. Dans un instant, le libre journal de la résistance française. Surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. À mercredi prochain pour un nouveau RC Mag.